Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode déjà de Si c'est vrai. Donc on va vous parler toujours d'actualité scientifique. Et oui, parce qu'on a un podcast de science, on vous rappelle, pas que de papotage. Je suis toujours accompagnée de Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Comment ça va? Moi ça va nickel. J'ai l'impression que j'ai toujours pas l'air nickel dans le début des podcasts, mais c'est ok. Et toi, comment ça va? Ben moi ça va super, écoute. Est-ce que t'as un petit truc à nous raconter par hasard? Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Ben écoute, hier et aujourd'hui, enfin avant-hier, hier et aujourd'hui, parce que je l'ai fait en plusieurs fois, j'ai commencé à regarder Le Seigneur des Anneaux après tout le monde. Je n'avais jamais vu. Oh, moi Voilà. non plus, j'ai jamais vu. Ah ouais, c'est vrai? J'irai, ok. Ouais, je m'endors, Mais là, du coup, globalement. ben, en fait, j'avais regardé il y a très longtemps, mais je sais plus si c'était Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Et genre, je pense que Ah j'avais ouais, regardé genre 30 minutes et après j'étais partie parce que ça m'ennuyait. Et t'es juste partie. oui, je suis partie. Non, j'arrête. Et là, non, ils ont mis les 3 sur Netflix et du coup, je me dis, vas-y, go, c'est le moment. Et du coup, j'ai regardé le 1 et le 2 et je me suis pas autant ennuyée que je croyais que j'allais l'être. Et en vrai, ça va. Ok, Mais par contre, les en films durent positif. 3 heures. Du coup, je les regarde en 2 fois parce que. Voilà quoi. Mais bon. Pas besoin d'épiloguer, je pense. Et toi, t'as des petits trucs à nous raconter, toi? Alors ouais, c'est une super anecdote. Non, mais c'est pas sur moi, mais je sais pas si vous vous souvenez, parce que... Enfin, si vous vous souvenez, parce que vous écoutez tous les épisodes assidûment, et ça nous fait très plaisir. J'espère. On avait parlé du python de la fournaise il y a quelques semaines, et je voulais faire un petit update de ce qui se passe, parce Oh, qu'on a dit qu'on vous tenait au courant. vas-y. Eh oui, eh oui. Alors déjà, bah, ça s'est arrêté, ce qui est pas mal. Et en fait, cet événement, ça a un peu donné la volonté des scientifiques sur l'île d'encore plus développer toute la science autour des volcans, donc la volcanologie, parce que c'est une science très jeune et il manque encore beaucoup de savoir. Et du coup, bah, en fait, avec cet événement, ils se sont dit peut-être qu'il faut encore plus qu'on y aille Ouais. dans les recherches, parce que ils ont déjà mis des centaines de capteurs sur toute l'île pour bah, dès qu'il y a un truc qui annonce que ça va exploser et qu'ils le sachent un peu en avance. Mhm. Mais voilà, de continuer dans cette lancée, quoi, et de développer tout ce qui est observation, bref, sympa. Ok. Il y a eu quand même eu 8,5 hectares de plus En vrai, c'est pas de mal quand l'île. même. C'est c'est un peu énorme. C'est vraiment un quartier en plus, quoi. Et très récemment, il y a 2 semaines, mais c'est un peu récent, ils sont en train de chercher à comment reconstruire la route qui a été totalement engloutie Ah sous bah, la lave. la fameuse, ouais. Et du coup, ils sont en train de faire des chantiers pour essayer que les gens puissent, comment on dit? Putain, quand on se déplace d'un endroit à un autre. Se déplacer? Se déplacer, d'ailleurs. Ouais, voilà. Attends, pardon. Que les gens puissent se redéplacer de manière fluide, Ouais. quoi. Parce que là, du coup, il y a un problème, il y a de la lave au milieu de la route. Ils peuvent C'est pas chiant. l'enlever? Je sais pas, hein, mais je sais pas. Bah, en fait, tu sais, ça a durci maintenant, donc Bah oui. Oui, mais peut-être. Ouais, je sais c'est... Bah, faut faire un chantier pas. pour Ouais. soit enlever la lave, soit, je sais pas, mettre un pont dessus, je sais pas. En vrai, c'est drôle un petit Je peu. sais pas ce qu'ils vont faire, mais... Ouais. Ouais, t'as toujours la lave, en fait, en mode, bon, bah. Parce que je sais pas à quel point la route est engloutie, Ouais. mais je pense que c'est compliqué de rattraper des tonnes de lave, tu Ah vois. ouais. Au pire, Voilà, ça c'était... fait un petit dos d'âne. Putain, le dodan de Zinzin. Oh, l'enfer. Non, mais ouais, c'était juste pour vous donner un petit update de ce qui se passe là-bas. Ouais, très chouette. Bah, tout le monde va bien. Et ça fait plaisir. Et c'est le principal. C'est le principal, personne n'est mort. Du coup, on va enchaîner avec la rubrique Ainsi soit-il. Jingle. Ainsi soit-il. Ok, sympa. Bon, Lucie, comme d'habitude, je te laisse commencer. Let's Allez, go. à moi l'honneur. Alors, pour commencer cet épisode, mon actualité n'est pas non plus des plus joyeuses, puisqu'on va parler de la mort, finalement. On va parler de la loi sur la fin de vie en France, parce qu'il y a eu des petites actualités, là, il y a quelques jours, autour de cette loi. Tu m'arrêtes à tout moment où tu ne comprends pas, parce que j'ai eu du mal à relier tous les trucs, parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Voilà, que ce soit la mort de base. La fin de vie, c'est pas ton domaine, bizarre. Et même tout ce qui est loi et tout, bref.
Donc j'ai essayé, je vais d'abord commencer par un petit contexte pour contextualiser pour tout le monde et pour moi-même aussi, je pense que c'est pas mal. Alors, déjà, juste pour mettre le contexte de, actuellement en France, quelle est la loi qui régit un peu la fin de vie? C'est la loi Claes-Leonetti qui date du 2 février 2016. Et en fait, cette loi, elle a créé des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Je vais faire un petit résumé de justement cette loi, qu'est-ce qu'elle dit en fait. Ouais. Cette loi, elle dit qu'il y a un droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès pour certaines personnes. Cette loi, elle rend aussi contraignantes les directives anticipées. C'est-à-dire qu'avant cette loi, avant le 2 février 2016, les médecins, ils pouvaient ne pas respecter les volontés du patient concernant sa Ok. fin de vie. Et j'avais juste une question, Oui. ça veut dire quoi? Alors, c'est peut-être moi, mais sédation? La sédation profonde, là, c'est quand t'es justement sous sédatif, quand t'es un peu en veille profonde, on va dire, tu vois. Ouais, Je ok, vulgarise un peu une le sorte de terme. coma, mais sous Ouais, c'est médicaments, ça. quoi. Donc t'as droit à ça. Cette loi de 2016, elle rend aussi contraignantes les directives anticipées. Donc c'est-à-dire que, du coup, comme je l'ai dit, avant les médecins, ils pouvaient ne pas respecter les volontés du patient. Mais à partir de cette loi, les médecins, maintenant, ils sont obligés de respecter les volontés du patient s'il s'agit Sympa. de la fin de vie du patient et que le patient ne peut plus s'exprimer. En fait, c'est un peu comme s'il y avait, entre guillemets, un testament, on va dire, du patient. J'ai pas le mot, mais Ok. comme si c'était un testament et que le médecin, du coup, était obligé de respecter ce testament, quoi, quand le patient, il peut plus parler ou quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas de testament? Tu poses trop de questions. C'est plus... Euh... Ah, pardon. non, non, mais je pense après, c'est en fonction de la famille et tout, il y a des choses plus précises et tout, mais je suis pas forcément rentrer dans les Oui, ok. détails des trucs. Ok. Cette loi aussi de 2016, elle renforce les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est les soins qui sont actifs et continus et qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes qui sont vraiment en fin de vie, genre par exemple qui ont une maladie très, très grave ou qui sont en stade terminal. Et en fait, ça limite... les soins palliatifs, ils permettent, on va dire, d'accompagner vers la mort sans forcément l'accélérer ou la ralentir, mais juste pour... Ouais, de manière c'est douce. ça. Donc cette loi, elle renforce les soins palliatifs et elle clarifie aussi l'arrêt des traitements en interdisant l'obstination déraisonnable. Qu'est-ce que c'est l'obstination déraisonnable? En gros, c'est que les médecins, ils peuvent pas continuer les traitements s'ils sont inefficaces ou disproportionnés par rapport à l'état du patient, ou si juste les traitements, ils permettent juste de maintenir artificiellement en vie la personne, mais qu'en soi, ça n'a pas d'effet plus que ça. Maintenant, du coup, ils peuvent plus continuer les traitements s'il y a ces conditions-là. Et cette loi aussi, elle refuse l'euthanasie et le suicide assisté. Voilà. Et du coup, c'est cette loi qui est en vigueur Ok. actuellement aujourd'hui, sur la fin de vie en France. Ah oui, attends, j'avais juste une question. C'est... Donc, avant, l'euthanasie, c'était... Non, c'était une autre loi, peut-être? Ah, pardon, encore une question. Je suis désolée. Cette loi, elle explicitait que l'euthanasie, c'était non, quoi. Vraiment, ça l'explicitait clairement en D'accord. mode c'était contre, tu vois. Elle refusait Ok. explicitement l'euthanasie et le suicide assisté. C'est vraiment no way, quoi. Ok. Du coup, cette loi Claes-Leonetti, c'est celle qui est en vigueur aujourd'hui en France. Voilà, donc c'est juste un petit contexte pour expliquer ce qui était encore en vigueur aujourd'hui. Mais alors du coup, cette loi elle date de 2016. Pourquoi je parle maintenant de la loi de fin de vie? Parce que en gros, il y a deux textes sur la fin de vie qui sont en train d'être discutés au Parlement. Parlement qui est constitué, je le rappelle, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces deux textes, c'est quoi? Il y a un texte d'abord qui fait consensus sur les soins palliatifs et l'accompagnement, et on a un deuxième texte qui lui est très controversé sur le droit à l'aide à mourir. Et alors, justement, concernant ce texte sur l'aide à mourir, il a été adopté par l'Assemblée nationale le 25 février 2026, donc il n'y a pas hyper longtemps, en deuxième lecture, c'est-à-dire que de base, donc il me semble que c'était en 2024, où l'Assemblée nationale avait accepté le premier texte, mais le Sénat avait dit non, on le remodifie, et du coup là c'était la deuxième lecture, c'est pour ça on dit ça, et du coup l'Assemblée nationale l'a accepté, et le Sénat a revu cette deuxième lecture les 11 et 12 mai 2026, donc au moment où on tourne il y a genre 2 jours, ce que le Sénat l'a à nouveau refusé, ce texte. Donc à ce jour, ce texte sur le droit à l'aide à mourir, il n'est pas devenu loi. C'est toujours la loi Claes-Leonetti de 2016 qui est en vigueur aujourd'hui et qui est le cadre légal principal en France. Mais par contre, le texte sur les soins palliatifs, il a été définitivement adopté le 11 mai 2026 par le Sénat à 325 voix contre 18, sans modification. C'était vraiment le one shot, genre vraiment, voilà. Et donc, ce texte est devenu une loi et il va pouvoir du coup être mis en place rapidement.
Mais alors, concrètement, tu vas me dire, mais il sert à quoi ce texte? Qu'est-ce que dit ce texte qui vient d'être adopté et qui est devenu une loi? Alors, il y a 5 grands points. Yay! Je vais te les dire très rapidement. Le premier point, c'est qu'il y a un droit opposable aux soins palliatifs. C'est-à-dire que si tu veux avoir ce droit et que tu fais la demande, mais que tu ne l'as pas, tu peux saisir le tribunal pour obliger l'État de te le donner. Ok, c'est le premier très point. bien. Le deuxième point, c'est qu'on a la création de maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est une nouvelle catégorie d'établissement qui est un peu entre hôpital et domicile. Et il assure l'accueil et l'accompagnement du patient, un soutien à l'entourage et un accès garanti à la sédation profonde et continue, si c'est nécessaire. Troisième point, on parle plus, grâce à ce texte, de soins palliatifs, mais d'accompagnement et soins palliatifs. En fait, la notion elle s'est élargie parce qu'on parle plus seulement de fin de vie, mais d'une prise en charge globale du patient. Donc voilà. Quatrième point, et avant-dernier, on a un meilleur accès et une utilisation systématique des... alors ils appellent ça des directives anticipées par les équipes soignantes. C'est un peu le testament que je parlais tout à l'heure. C'est que celui-là est plus pris en... Il y a un meilleur accès en fait de ce testament par les personnels soignants et du coup il est plus... il est mis en place plus systématiquement. Ok. Cinquième point, c'est que ce texte, il s'inscrit dans une stratégie nationale autour de la fin de vie. En fait, ça s'inscrit dans le droit d'une stratégie pluriannuelle qui est dotée de plus d'1 milliard d'euros, d'ailleurs, sur 10 ans. Et ça fait 2 ans qu'elle existe, ce plan national, on va dire, cette stratégie. Et il y a déjà quelques résultats. Il y a déjà 600 nouveaux lits et 12 nouvelles unités de soins palliatifs qui ont été créées en France depuis. Donc voilà, je vous ai vraiment fait un résumé de cette loi, mais c'était un peu pour expliquer ce qui se passe. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre parce que justement le droit sur la fin de vie c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, et aussi tout ce qui est loi, pas loi, etc. Donc j'espère que c'était clair. Mais en gros du coup il y avait deux textes, un qui a été accepté, un qui est toujours en travail on va dire, hein. Il n'est pas abandonné, juste il va être en 3e lecture, peut-être 4e s'ils acceptent pas. Mais voilà. Parce que du coup celui qui a pas été accepté il fait grave controverse et il y a ceux qui sont pour, c'est ce que j'allais dire, contre. Parce que c'est un sujet, moi j'ai déjà discuté de ce sujet parce que je connais des gens qui ont des maladies lourdes et du coup qui s'en renseignent sur ce sujet. Et alors, de ce que j'ai compris, les arguments, c'est un peu, si on n'a pas envie de souffrir plus longtemps, cette aide à mourir, elle vient, si c'est conscientisé par le patient et qu'il le veut vraiment, c'est super. Mais il y avait aussi le côté de, si cette option, elle est mise en place, en fait, ça pourrait aussi... on va dire que les médecins vont avoir l'option facile de en fait le traitement va être lourd, compliqué, ça va coûter cher pour par exemple l'hôpital ou quoi, et du coup il y a des gens qui disent mais en fait on va nous proposer cette option facile d'aide à mourir alors que nous on veut des soins. Enfin tu vois, il y a ce truc de en fait, de controverse un peu, je le vois en fait. En fait de base quand du coup j'ai commencé à regarder des articles et tout, moi je voyais pas les arguments contre. Parce que pour moi, c'est bien de légaliser et d'encadrer cette pratique, de pas aller jusqu'en... Je sais pas si c'est en Suisse ou Belgique que c'est légal, mais dans les pays voisins pour faire ça. Oui, Belgique, Puis même, ça soulage les personnes, etc. Puis après, j'ai commencé à voir les gens qui étaient contre, et j'étais en mode, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé que, surtout, j'avais vu aussi, par exemple, pour les personnes qui ont un handicap, que des fois ça pouvait être hyper compliqué. Ça se trouve, notamment je crois il y a eu des exemples de handicap mentaux où tu sais pas forcément, c'est hyper compliqué de savoir si c'est vraiment quelque chose de conscientisé ou pas. Exactement. Et même qu'en fonction des régions où t'es, t'as pas forcément, comme tu disais, l'accès à des soins ou autres, et du coup comme tu dis ça peut être la solution facile, et du coup c'est pas forcément égalitaire entre tout le monde, quoi. Même si c'est par exemple ton médecin qui te conseille ça, moi je sais qu'il y a un peu le truc d'autorité de si c'est le médecin qui me le dit, peut-être que je vais moi-même me dire que je l'ai accepté alors que pas forcément. Enfin tu vois, c'est quand même un peu vicieux et c'est plus compliqué que... Il y a ce truc de oui, ça peut aider les gens qui le veulent vraiment. Et, mais il y a aussi ce côté, faudrait que ça soit pris en charge peut-être avec un suivi, que ça soit pas une décision comme ça. Mais bref, mais je trouve que c'est un sujet ultra intéressant, mais très complexe. Mais du coup, je pense que c'est pour ça que le Sénat, d'ailleurs, ils ont toujours pas accepté. J'ai pas vu le texte, ce que ça donne, mais je sais que le Sénat, il a refusé encore une deuxième fois parce qu'ils justement ils restreignent l'accès justement à ce droit. Du coup, je pense peut-être justement avec toutes les controverses et tout, ils essayent de trouver un truc bien, mais ça a pas l'air très facile quand même comme tâche. Ouais, non, c'est compliqué. Mais vraiment, j'ai adoré le sujet. T'as compris? Moi, je le trouve vraiment passionnant. Tellement il est complexe et important, tu vois. Ouais. Ok. Allez, toi très ça bien. parle de quoi En tout cas, tu commences. mais... tu commences bien pour mettre un bon sujet. J'espère que je Moi, vous ai pas perdu. Parler de...
maladie. Oh non, Pour rester un peu dans le thème de la mort, on va dire. vas-y. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas pu louper cette information, Mhm. je pense. Euh, on va parler de l'antavirus. Non. Ouh, De l'antavirus. les frissons, rien que de dire le mot. Non, mais ça donne quand même des petits relents du Covid, hein, quand même, on va pas se Mhm. mentir. Mais cette fois, on a appris de nos erreurs. Je fais des guillemets avec les mains. Parce que ça a été pris beaucoup plus au sérieux dès le début que le Covid. Bon, on était un peu en mode bon, ça va passer. Mais là, on a fait attention et c'est déjà positif de remarquer ça. Bon, je vais vous parler rapidement de ce virus et de comment il se transmet. Alors déjà, c'est un virus qui se transmet de l'humain par les animaux et en particulier les petits rongeurs qui, eux, sont infectés du virus. Ça fait penser à quelque chose un peu. Ouais, par exemple, je sais pas où tu tires ça. Mais du coup, c'est souvent transmis par les urines, les déjections et la salive. Donc, souvent, quand tu chopes ça, c'est dégueulasse. Parce que t'as dû toucher des trucs qu'il fallait pas, quoi. On te pisse dessus. Vraiment. Mais du coup, ces maladies qui sont passées de l'animal à l'homme, c'est des maladies qu'on appelle des zoonoses. J'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, mais je le remets parce qu'on n'est jamais trop sûr. Du coup, en gros, plus l'humain est en contact avec la faune sauvage, plus il y a des risques de développer ces zoonoses. Et, parce que sinon c'est trop fun, ce phénomène, il est en plus augmenté par la déforestation, parce que, bon, la déforestation, je vais pas non plus vous dire ce que c'est, mais ça détruit les habitats de la faune et des espèces. Du coup, ces espèces, elles doivent se déplacer pour continuer à survivre. Et il y a des espèces qu'on dit opportunistes, et c'est vrai. En fait, c'est des espèces qui s'adaptent super bien, très rapidement à leurs nouveaux habitats, et du coup qui viennent habiter avec nous, quoi, globalement. Et du coup, c'est là que la proximité entre les animaux et les humains se font. C'est grâce à nous, toujours. Un peu comme les pigeons à Ça fait Paris, plaisir. ils habitent avec les Parisiens. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est la déforestation. Et bref, donc de cet antivirus, il y a une souche qui nous intéresse, qui se transmet d'humain à humain. Ah. C'est moins cool. Et c'est du coup le fameux virus des Andes. Vous avez sûrement vu ça passer. Et cette souche, elle a été découverte en 1995, donc c'est plutôt récent, en Argentine. Et c'est là surtout qu'il y a le plus de cas, il y a genre 200 cas par an de ce virus. Ça crée des sortes de mini-épidémies dans le pays. Mais voilà, c'est tellement petit que les gens l'avaient un peu mis de côté en mode bon bah voilà, ça arrive. Sauf que maintenant, c'est dans un petit bateau de croisière, direction le Cap-Vert. Non mais voilà, si on parle autant de ce virus, c'est parce que il y a eu un gros foyer épidémique dans le bateau de croisière MV Ondius, voilà, si vous voulez savoir le nom, qui du coup partait de l'Argentine pour le Cap-Vert, mais ils n'ont pas pu accoster au Cap-Vert parce qu'ils ont fait non, vous rentrez pas, et nous on veut pas de ça chez nous, parce qu'il y avait 3 morts déjà sur le bateau, et on savait pas encore trop ce que c'était, mais il y avait un doute d'un potentiel virus et d'un potentiel antivirus. Donc fun. Et donc le 3 mai, l'OMS a alerté de ce possible foyer, et 2 jours après, l'ANRS, Maladie infectieuse émergente, c'est une composante de l'INSERM, qui a dit « Ok, on va se pencher sur ce sujet parce que ça fait un peu peur ». Et l'ANRS, Maladie infectieuse émergente, c'est l'organisme le plus important qui travaille souvent sur ce genre de maladies qui potentiellement pourraient créer de pandémies. Donc c'est des grands, quoi. Ils travaillent bien. Et ils auront du travail pour l'avenir. Bref. Et du coup, il y avait aussi d'autres gens qui présentaient des symptômes. Les symptômes, c'est genre détresse respiratoire, cardiaque, fièvre, enfin, genre une grosse grippe, mais une bonne grosse grippe. Et voilà, il y a des mesures sanitaires qui ont été prises sur le bateau, mais ils ont quand même été rapatriés dans leur pays, dont la France, coucou. Et donc chez nous, on les a mis en quarantaine directe. Il y avait 5 personnes en tout, dont une personne qui était positive. Donc elle, tu vois, je pense qu'elle devait pas être très bien. Et en plus de ça, il y avait 22 cas contacts français, en fait, qui ont emprunté des vols avec des gens qui étaient infectés. Comment c'est possible? En fait, des gens ont quitté la croisière avant qu'il y ait eu l'alerte. Du coup, ils sont repartis, ils ont pris un vol, ils sont repartis chez eux. Mais ils n'étaient pas au courant de tout ça, et du coup, il y a plein de cas contacts qui étaient en contact avec eux dans l'avion et qui ont dû être aussi, eux, placés en quarantaine. Donc voilà l'ambiance, vraiment. Fun. Et tout le monde se dit, mais est-ce qu'on va re-être confiné? Est-ce que c'est une nouvelle pandémie? Parce que je crois qu'on est un peu trauma de la dernière, donc voilà. Mais beaucoup de scientifiques disent que c'est vraiment pas du tout comparable.
parce que déjà, bon, c'est censé être positif, mais elle est beaucoup plus mortelle, cette maladie. C'est Non, vachement mais en positif, ouais. soi, c'est bien parce que souvent, du coup, quand les patients meurent plus vite, ils peuvent moins la transmettre, la Ah maladie. oui. Oui, bon, c'est horrible dit comme ça, mais si tu penses à l'échelle Oui, oui. mondiale, voilà. Et aussi, elle se propage beaucoup moins vite parce que pour avoir ce virus, cette souche, il faut avoir un contact prolongé, donc plusieurs heures dans la même pièce, par exemple. Si tu la croises dans la rue, c'est très peu Ouais. probable, quoi. Donc voilà, l'OMS dit qu'il n'y a aucun risque de pandémie pour l'heure. Donc on est le 14 mai. Peut-être qu'on fera un update, on sait pas. J'espère pas. Euh, Mais ils nous disent quand même de rester vigilants parce qu'il n'y a pas de traitement ni de vaccin. S'il y avait une mutation qui venait à ce que ça se transmette plus vite et plus facilement, voilà, il faut faire attention, quoi, globalement. Et là, il y a des news qui sont sorties aujourd'hui, toujours 14 mai. C'est que tous les cas contacts, les 22 ou 26, bref, je sais plus exactement combien, tous les cas contacts ont été testés négatifs Ah, ok. au virus. Donc c'est rassurant. Et aussi, du coup, les scientifiques, en attendant, ils ont commencé à regarder si le virus n'avait pas commencé à muter. Parce que on a vu avec le Covid toutes les mutations qu'il y Ouais. avait eu. Il n'a pas muté. Ok. Donc là, normalement, il devrait plus avoir le virus en France. Dans le reste de l'Europe, bon, c'est évidemment partout différent, Ouais. mais ça n'a pas l'air de se propager comme le Covid s'était propagé à l'époque. Ok, tant mieux. Donc, on est positif. On apprend de D'accord. nos erreurs. Après, peut-être que quand on publiera ça, ça sera pas du tout passé comme prévu. Peut-être qu'on sera confiné. Je n'espère pas, je croise les doigts, d'accord. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être maîtrisé et c'est bien. Bah franchement, c'est Voilà. cool. On y croit. Voilà, donc c'est plutôt positif. Et si vous voulez, enfin moi je sais que j'ai beaucoup suivi ça sur le compte Instagram d'Hugo Décrypte, mais je trouve que ses posts et comment il suivait le truc, c'était très clair et très factuel, très scientifique et tout. Donc si vous voulez vraiment en plus vous renseigner et voir les trucs comme elles arrivent au jour le jour, allez le suivre. Bon, je pense que vous le suivez déjà. On dirait que je cite un mec ultra niche. Non, mais on sait jamais. Et même, par exemple, Libération, je crois, ou certains journaux font des lives, en fait, de ce qui se Ah, passe ok. à l'heure. Genre, écrit 10h38, il y a eu tel. Ah oui, C'est ils là font aussi que un... je me Oui. suis un peu renseignée. Ouais, ouais. Ils disaient, il y a 6 cas qui ont été testés négatifs, on attend toujours. Enfin, voilà, si c'est pour les gens qui voulaient avoir l'information en Oui, ils direct. font un live en... Oui, je pensais qu'ils font un live en mode Twitch, tu vois. Ok. Ah non, pardon. Ah non, non, un live, oui, oui, Enfin, ils donnent les infos en un live, live quoi. Ouais, information. ouais. Oui, c'est ça. Enfin, tu vois le petit live et tu refresh et toutes les minutes, Ouais, il y a ouais. des nouvelles Ok. informations. Là, il faut pas live Twitch, mon Dieu. T'es devant l'hôpital en mode, les gars, vous savez pas ce qui se passe. Horrible. Non, bref. Ok, bah trop bien. Voilà, bon, c'était des grosses informations, pour ainsi soit-il. Ouais. Mais il faut parfois. Il faut. Non, mais On nos va actus qui passer du suivent vont coup. être plus légères. Ne vous en faites pas. C'est ça exactement. On va passer à un truc un peu plus léger, un peu plus chill. Je suis sidérée. Jingle. Je suis sidérée. C'est fou. Bon, on est déjà revenu. Allez, Lucie, c'est parti, Allez, à alors toi. pour mon actualité, je suis sidérée. Et c'est vraiment Ça se voit. c'est ça que j'ai fait en lisant cette étude. C'est faux, j'étais pas autant, j'ai un peu drama queen. Le 22 avril 2026, dans la revue Nature, il y a un article qui est sorti qui s'intitule, j'ai fait la traduction en français, Déclin marqué de la coopération humaine, qui en gros dit que le Oula, travail collectif finit toujours par s'affaiblir. Oh là là. c'est horrible. Alors, Waouh. les auteurs de cette étude, c'est Nicolas Sabine, David Klinowski et Félix Ried Tsochas. Purée, j'ai réussi à le dire d'un coup, incroyable. Magnifique. Pourquoi ils ont fait cette étude? En gros, le but, c'était de comprendre pourquoi la coopération humaine, elle baisse souvent dans le temps, et même quand cette coopération, elle est utile pour le groupe. Donc j'ai lu ça, j'étais en mode, ok, Ok. intéressant. Déjà, j'étais pas forcément au courant qu'elle baissait, en fait, cette coopération, mais en Ah soi, ouais, non, why clairement. not? Alors du coup, comment ils ont fait? Ils ont analysé sur 5 ans, donc entre 2005 et 2011, des données sur une institution de microfinance au Sierra Leone. C'est un pays d'Afrique du Nord. Et en Waouh, gros, super il y précis. avait 7108 personnes qui étaient réparties en 1589 groupes. Ça fait beaucoup de groupes. Eh, Et en gros, chaque groupe recevait chaque mois un prêt d'argent et qui était réparti équitablement entre tous les membres du groupe. Et du coup, chaque mois, ils devaient rembourser ce prêt. Mais pas forcément équitablement entre les personnes, mais en tant que groupe, tu vois. Et donc, les chercheurs, ils ont observé dans chaque groupe, chaque mois, les contributions de chaque personne
au prêt qu'ils devaient rembourser, et aussi s'ils remboursaient vite ou pas le prêt. Ok. Et ils ont comparé le comportement des personnes d'un prêt à un autre, du coup c'était sur 5 ans, hein. Et alors, petit chiffre, au total, il y a eu 31 199 remboursements de prévus, et 47 931 paiements qui ont été effectués au total. C'est un peu beaucoup. Ok. En plus de ces observations, ils ont fait 73 entretiens semi-structurés, voilà, environ 56 heures d'entretien Et pour comprendre les motivations et les mécanismes derrière ces chiffres. Aussi, petite information que j'ai pas dit, en fait, si le groupe il remboursait pas leur prêt, tout le monde, tous les gens du groupe, ils perdaient l'accès à un prêt futur. Donc, ah ouais, d'accord, ok. il y avait un intérêt à rembourser le prêt. Et il disait dans l'étude, du coup, ce fait-là, ça a créé un dilemme social de seuil, avec notamment ce qu'ils appelaient le freeriding qui est possible. Alors, c'est quoi le freeriding? C'est quand il y a, Oui, j'aimerais c'est quand il y savoir. a un membre du groupe qui va laisser les autres rembourser à sa place, tout en continuant à contribuer à... Enfin, tout en continuant à recevoir l'argent du prêt, tu vois. Et ça m'a fait un peu penser à D'accord. certaines personnes dans des travaux de groupe. Je ne citerai personne, mais ça fait un peu ça. Ils font du freeriding. Ah, vraiment. Et du coup, ce J'adore. cadre, il est hyper intéressant pour les chercheurs parce qu'il est stable dans le temps, ça dure 5 ans, et Mm. il comporte un vrai enjeu financier, et ça permet vraiment d'observer la coopération sur plusieurs cycles et pas justement en quelques minutes ou quelques heures dans un laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont observé? Le résultat Oui. principal qu'ils ont observé, c'est un déclin ponctué de la coopération. C'est-à-dire qu'au début, au début de chaque prêt, la coopération, elle est relativement haute. Puis elle va baisser progressivement, puis elle va brusquement Ok. remonter lorsqu'un nouveau prêt redémarre. Et que les membres sont, entre guillemets, réactivés à leurs responsabilités. À chaque fois qu'on redémarre le truc et Hmm. qu'ils sont en mode « Ah oui, il y a un prêt », entre guillemets, genre, la coopération réaugmente. Mais cette reprise, elle est temporaire parce qu'à chaque nouveau redémarrage, il y a quand même une rebaisse à chaque fois et elle devient de plus en plus rapide au fil des cycles, au Ok, fil des prêts. d'accord. Et les auteurs, ils ont précisé que c'est pas... Enfin, cette tendance, elle s'observe pas seulement chez les mauvais groupes, entre guillemets, parce que Hmm. même les groupes qui arrivent à tenir la coopération, ben chez ces groupes-là aussi, on observe quand même une baisse de la coopération avec le temps. Et alors, comment ils Ok. expliquent ça? De base, il y avait 3 théories. C'est l'apprentissage, le fait que les personnes savaient que ça baissait. Le deuxième théorie, c'est que les gens n'ont pas d'argent pour rembourser le prêt. Et la troisième théorie, Super. c'est que juste les gens étaient stratégiques, entre guillemets. Ils voulaient bénéficier de plus d'argent qu'ils donnaient, quoi. D'accord. Et finalement, en fait, l'article va défendre l'idée que la coopération humaine, elle diminue pas seulement parce que les gens, justement, ils sont stratégiques ou ils ont pas d'argent, etc. Mais parce qu'en fait, leur motivation à coopérer et leur effort pour maintenir cette coopération, elle diminue progressivement, mais même inconsciemment, même dans un environnement où coopérer reste très avantageux. Voilà, donc en fait, ça baisse naturellement la motivation à coopérer. Voilà, parce que même, Et justement, parce que... j'avais Oui. vu justement, il y a même des personnes dans les entretiens qu'ils ont faits qui ne se rendaient pas compte, en fait, qui disaient justement ils restaient coopératifs, mais en fait, dans leurs actions, ils étaient quand même un peu moins coopératifs. Mais alors, Ok. il y a quand même des limites à cette étude, comme tu l'as dit au début quand j'ai précisé. C'est très précis comme lieu. Voilà, en fait, ils ont vraiment montré ça dans un contexte très précis, donc c'est pas à généraliser. Mais en vrai, je trouve que ça peut être une piste déjà, je sais pas, je voyais justement dans, je sais plus si c'était dans l'étude ou un article qui citait cette étude, que, je sais pas, par exemple pour les managers, euh, ça peut être une idée pour justement maintenir la coopération, de, je sais pas, rebooster l'équipe Ouais, et ok. rappeler qu'on est en coopération souvent justement pour remonter ce truc. J'arrive pas enfin, ça me paraît tellement logique le truc de, bah, si au bout d'un moment les gens, font chier, ils font chier, tu vois? C'est un peu ce truc de Mais là, vraiment, l'objectif de l'étude, c'était de comprendre pourquoi il y a une baisse de la coopération. C'était pas est-ce qu'il y a une baisse de la oui, d'accord, coopération, OK. c'était pourquoi. Et le pourquoi, c'est qu'en Ah fait, il oui, y a une d'accord, OK. baisse de la motivation et d'un effort fait pour la coopération. Et ça n'a aucun rapport dans l'étude avec le fait que les gens soient plus stratèges, que les gens aient pas d'argent, etc. C'est vraiment une baisse de motivation. Là, c'était vraiment pour comprendre pourquoi il y a une baisse de la coopération. Pas qu'elle existe, mais pourquoi, enfin la raison, quoi. Et c'est Oui, juste que les gens ont la flemme à un moment de coopérer, quoi. En gros. l'étude de fou, moi j'ai la flemme là. OK, bah, merci. OK et ben, on va partir, très loin du Sierra Leone. Vas-y. On va aller au Mexique. Wouh! Ouh! Mexico. Wouh! Et en particulier la ville de Mexico. Oh. De Mexico! Le O, il est pas sorti. Bon, rapidement, un mini historique de Mexico. Je sais pas si je pense que je préfère dire Bah, Mexico, mais même si ça dis fait un peu Merico. prouveur, mais je vais dire Mexico.
Déjà, c'est la capitale du Mexique et grosse capitale parce qu'il y a 22 millions d'habitants. Pour comparer, il y a 10 millions à Paris. Ah oui, ok. Bon, Donc, c'est 2 fois plus. le double, plus du double. Ok. Voilà. Donc, c'est énorme. Et ce qui est important dans cette histoire, c'est que cette mégalopole, elle a été construite au-dessus de nappes phréatiques. Ah, Les nappes phréatiques, vous savez, c'est les réserves d'eau qu'il y a sous le sol. Souvent, elles sont assez proches de la surface, voilà, pour pouvoir donner des ressources en eau à la ville qui est au-dessus. Et c'est ce qui est fait à Mexico. Bon, moi, je fais alternant entre les deux. C'est que 60% de l'eau potable des habitants, elle est pompée de ces nappes phréatiques. Ok, le cadre de maintenant ce qui se passe. On retourne loin. Que la ville, en fait, de base, elle est fondée par les Mexicas. Je vais prononcer le S parce que je suis pas sûre de comment ça se prononce. Qui était d'abord sur une île au milieu du lac Texcoco. sympa. Et avant de s'appeler Mexico, elle s'appelait Tenochtitlan. Tenochtitlan. Et j'ai regardé sur YouTube comment ça se prononce comme ça, ok. Très bien. Et du coup, avant, c'était la capitale de l'Empire aztèque. Et pour avoir ces ressources en eau, les habitants utilisaient les crues, en fait, pour pouvoir se ressourcer. Mais les petits colons espagnols sont arrivés, ont détruit la ville, et eux, ils ont voulu expandre la ville. Donc c'est là qu'elle s'est appelée Mexico. Du coup, pour étendre la ville et qu'il y ait de plus en plus d'habitants, ils ont commencé à drainer les nappes phréatiques, en gros. Et cette action a entraîné des conséquences. Quelques années plus tard. C'est comme dans les jeux vidéo, cette action aura des conséquences. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Comment il s'appelle le jeu J'ai Life is avec Strange le crâne, là. mais c'est pas ça. Ouais, Life is Strange, ça marche, mais... The Last of Us? Non. The Last of Us, pas du tout un jeu comme ça. C'est pas grave. Mais j'ai joué à ce jeu en plus, c'est pas grave. Moi, je sais pas. La honte. En gros, la news, c'est que la ville s'affaisse d'environ 20 cm par an. Ah, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, en gros, dû au fait qu'ils pompent énormément les nappes phréatiques et du fait que la ville, je t'ai dit, c'est une mégalopole, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'habitations, des trams, enfin genre tout ce qui est très lourd. En fait, elle se tasse petit à petit, mais depuis genre plus d'un siècle déjà. Ah oui, ok. Donc ce phénomène d'affaissement qui est aussi connu sous le nom de subsidence, Ouais. du coup, comme j'ai dit, c'est pas du tout nouveau, il est documenté depuis 1925. Ok. Mais en fait, il se fait de plus en plus urgent. Par exemple, il y a certains quartiers qui s'affaissent jusqu'à 35 cm par an. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Depuis des décennies. Donc, ça fait tu genre prends, la taille d'un bébé à peu près. Mauvaise comparaison. oui. Oui, mais par exemple, si tu prends sur 10 ans, Ouais. il s'est affaissé de 3,50 m, quoi. C'est énorme. Enfin, bref, c'est énorme et du coup, ça a des conséquences sur la ville directe. Par exemple, les rails de métro, du coup, elles gondolent. Les canalisations, elles pètent. Enfin, voilà, de devoir gérer la ville, ça devient un calvaire, quoi. Et du coup, en 2025, il y a une mission qui s'est lancée qui s'appelle NISAR, N-I-S-A-R, qui est une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale indienne, ISRO, I-S-R-O. Et en gros, ils ont envoyé un satellite qui porte le même nom, NISAR. Et lui, en fait, il est ultra puissant. Et il peut percer à travers les nuages et la végétation pour pouvoir cartographier la surface de la Terre, quoi. Mais dans des extrêmes détails. Ok. Voilà. Du coup, en fait, tous les 12 jours, il va scanner la zone. Et il va pouvoir, du coup, voir tous ces changements qui, nous sont invisibles à l'œil nu. Mais que pour, par exemple, la ville de Mexico, ils sont nécessaires et ils sont critiques, genre pour la sécurité, quoi. Parce que s'il y a un bâtiment est sur le point de tomber ou quoi, avec ce satellite, ils sont au courant. Ouais. Et du coup, très récemment, donc il a tourné de la fin 2025 à début 2026. Et récemment, il a donné ses premières données. Ouais. Super, je sais pas parler. Ses premières mesures, on va dire. Et en gros, il a montré que certaines zones de Mexico s'affaissaient de 2 cm par mois. Donc c'est à peu près les chiffres que j'ai donnés avant, mais du coup, là, il les affirme. Et par exemple, il y a un exemple qui est frappant pour les habitants de Mexico. Il faut que j'arrête, en fait, ça m'énerve. Je sais qu'au montage, ça va m'énerver. Mexico. En gros, il y a un monument qui s'appelle l'Ange de l'Indépendance, qui est une grosse statue de 36 mètres. Okay. Donc c'est énorme. Et en fait, les gens ont l'impression qu'elle s'élève au fil des ans, genre qu'elle grandit. C'est drôle, en fait, ils ont montré que c'est parce que les trottoirs s'affaissent. Du coup, elle grandit et
d'une manière cyclique, je sais pas, tous les, par exemple, 5 ans, ils rajoutent des marches. Parce que du coup, vu que le Ah, c'est sol fou. s'affaisse, Ok, bah ouais, bah, les ouais. marches s'abaissent et du coup, ils rajoutent des Ah. marches pour pouvoir monter toujours sur la statue. En vrai, c'est un peu Donc c'est drôle. pour ça que c'était un peu le truc insolite, Ouais, mais je trouve ça fou ouais, de ouais. devoir... Enfin, c'est-à-dire que eux, ils doivent tellement le vivre. Bah Si tu ouais. genre, t'es là, 5 ans plus tard, tu as des marches qui ont été rajoutées. Enfin, c'est énorme et surtout, enfin, je sais pas trop de quoi l'avenir est fait parce que du coup, les nappes phréatiques, si elles s'écroulent ou quoi, enfin, c'est pas fou. Mm. Après, il y a plein de choses qui sont mises en place pour réduire un maximum cet affaissement. Parce que du coup, avec toutes les mesures que va donner NISAR, donc le satellite de la NASA et de l'Agence spatiale indienne, euh, ils vont essayer de surveiller cet affaissement, de voir sa régularité, s'il augmente, mais aussi d'adapter l'urbanisme en fait, à cet affaissement. Peut-être d'utiliser des matériaux différents, enfin essayer que le poids soit Ouais, moins lourd. ouais. Et aussi d'adapter, par exemple, je t'ai dit, les rails de métro qui se cassent la Mhm. gueule, pouvoir peut-être adapter. Bon, c'est encore le Mm. début, donc il n'y a pas de Comme ça réelle doit être mesure. compliqué à adapter Mais tous les aussi. trucs, même les routes et tout. Ah oui! Ouais. Ah non, mais c'est un enfer. Mais il y a des ingénieurs et ils sont formés pour ça, d'accord? Et aussi, un des points les plus importants, c'est la gestion de l'eau. Mm. Parce que du coup, c'est à cause de tout ce pompage des nappes phréatiques que ça a un peu amené à ça. Et du coup, de voir comment on pourrait trouver un autre moyen d'avoir cette ressource en eau. Parce que c'est quand même 60% de la ville, donc Ouais. c'est... Enfin voilà, il y a tout ça à travailler. Et j'ai vu aussi que c'est pas la seule ville qui s'affaisse. Il y a aussi Los Angeles Ok. qui s'affaisse. Los Angeles. C'est bon, j'arrête. Qui s'affaisse moins, parce que Mexico, c'est le pire. Mhm. Mais donc, il y a des villes qui s'affaissent. Voilà. Alors, c'est ni négatif ni positif. Ah Hein. oui, non mais... Je rappelle, c'est une information insolite. Non mais c'est le tout. truc des marches, en vrai, je trouve ça un peu drôle. Drôle entre guillemets, parce que sur les gens sur place, ça doit pas forcément être drôle, mais c'est cocasse, on va dire. Non. Ouais, ça doit être... Enfin, je sais pas la sensation que ça doit être Imagine, de voir ces changements à travers les imagine, années. nous on a ça chez nous et genre tous les... Je sais pas, on va prendre la Tour Eiffel comme exemple, même si j'aime pas être Paris-centrée. Oui, Imagine la Tour Eiffel, elle clairement. s'élève au fur et à mesure, genre... C'est un peu drôle Bah en ouais. vrai. Mais... Et genre, tout autour se tasse et elle reste comme ça. Enfin, bon, bref. C'est très étrange et j'étais pas du tout au courant Bah moi qu'il non y avait plus. ce genre de choses dans le monde. Voilà. Mais voilà, maintenant, vous savez que si vous sentez quelque chose tomber sous vos pieds, c'est le sol. Ça me rappelle une mini-anecdote. Dans mon premier appartement, en fait, ma baignoire, c'était Mexico, quoi. Je sentais qu'elle s'affaissait dans mon sol. Ma baignoire, Parce que c'était c'était Mexico. c'était tellement moisi sous ma baignoire qu'en fait, le sol se détériorait petit à petit. À un moment, on a cru qu'on allait mourir, qu'elle allait tomber. Et du coup, on a dû changer de baignoire. Voilà. Et j'imagine que vous étiez pas au rez-de-chaussée. Genre, imagine la baignoire, elle traversait le sol. Non, Elle non, aurait ah non, tombé non. chez le voisin, genre. On était au dernier étage. Ah, mais j'avais trop peur. Et la meuf en dessous, elle est venue nous voir, elle dit j'ai des taches quand même Oula. sous votre baignoire. Je suis en mode ah ouais, mais là, c'est dangereux, là. Purée. Bref. La baignoire, elle s'appelait Mexique, quoi. C'est ça, exactement. Putain, mais si je savais cette anecdote, ça aurait été super. Oh Bref. là là. Voilà. Nos petites anecdotes insolites. On va passer à la dernière rubrique. Déjà, ça fait déjà quoi, 45 minutes qu'on tourne. Beaucoup trop long. C'est la rubrique C'est super. Jingle. C'est super. Trop bien. Allez, alors... Let's go. Alors moi, mon actualité positive, ça concerne la 125e édition du concours Lépine à Paris qui s'est déroulé du 30 avril au 11 mai. Wouh. Mais qu'est-ce que le concours Lépine? Alors, il a été créé en 1901, donc ça fait quand même un moment, par Louis Lépine. Et ce concours, chaque année, il rassemble des inventrices, inventeurs qui sont venus présenter leurs projets, qui se veulent innovants. Bon, après, il y a aussi d'autres choses pendant le concours, genre des gens de d'autres années qui reviennent, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a, pour vous donner un peu une idée un peu, on va dire, entre guillemets, de l'importance de ce concours, il y a plein d'inventions qu'on utilise aujourd'hui qui sont passées par là, comme, je sais pas, par exemple, le lave-vaisselle, le stylo à billes, le mouchoir jetable, etc. Ah ouais? Ils étaient tous au concours Lépine. Putain. Et donc, cette année, il y avait 205... Alors, sur le site officiel, j'ai vu 205 et sur tous les autres articles, j'ai vu 250. Donc on va dire entre 205 et 250 inventions qui étaient en lice. Et toutes ces inventions étaient regroupées autour de thématiques. Et il y avait plus de 400 000 visiteurs. Donc il y avait beaucoup de choses. Alors, moi, je vais vous présenter
les premiers prix du concours. Et il y en a 3. Ouais. Je pense que vous On veut avez que des gagnants. que des gagnants. Vous avez sûrement entendu parler notamment du premier, qui a reçu alors le grand prix du concours Lépine, le prix du président de la République vase en porcelaine de Sèvres et la médaille d'or du concours Lépine. Attends. Rien que ça. Qu'est-ce que vient foutre le deuxième mec dans la liste? Je sais pas, c'est ce qu'il a gagné. Il a eu plein de prix, ce gars. Enfin, ce gars, D'accord. cette invention, qui s'appelle Monsieur Turbino. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Turbino? Oh. Vous en avez sûrement peut-être vu des images. C'est un aspirateur des fonds marins, qui est un dispositif sous-marin qui permet d'aspirer les microplastiques dans un sac filtrant et les déchets sans perturber la vie marine. Son Incroyable. inventeur, c'est Alan Mario d'Alfonso Peral, et cet aspirateur des fonds marins, il est sans moteur. En gros, il fonctionne grâce à un vortex à basse pression, et il aspire pas en continu. En gros, c'est avec un système d'appel d'air qui permet d'aspirer sans moteur. Et le fait qu'il n'ait pas de moteur, ça permet de l'utiliser au niveau de zones sensibles comme des herbiers ou des roches. Donc, très sympa. Et aussi, l'inventeur, il a créé en 2016 une association qui s'appelle Reclaimer Association et qui lutte contre la pollution marine. Et en fait, il a eu l'idée de cet aspirateur, Monsieur Turbino, parce que les plastiques dans les fonds marins, ils sont très friables, donc ils sont pas faciles à récupérer. Donc, super. Maintenant, Bravo à lui. bravo Alan. Oui. Oui, Mais vas-y. je trouve ça, c'est cool, je trouve ça ultra cool parce que tout ce truc de microplastique, c'est un sujet ultra important et très récent, mais c'est petit quoi. Enfin, j'ai vu des photos, c'est Ah oui, je un pense que mini ça a la truc. taille, pour vous donner une ordre d'idée, en vrai, c'est pas plus grand qu'une table, quoi. Enfin, c'est vraiment pas hyper grand, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Mais en fait, C'est un avant-bras quoi. Bon, peut-être un petit peu plus grand Non. quand même. Mais oui, enfin, c'est Ah pas, ouais, ok. c'est pas un truc énorme non plus. Euh, Oui, donc ça serait bien que potentiellement, si c'est vraiment un truc qui marche, peut-être le faire un peu plus grand parce qu'on va peut-être pas faire Oui, tout et puis l'océan même j'ai avec ça vu quoi. qu'il le déploie, enfin genre, je sais que tu peux, enfin si par exemple t'es plongeur ou t'es amené à être souvent dans les fonds marins, tu peux t'en procurer un pour participer justement Ok, à aspirer les fonds marins. Enfin je pense qu'ils essayent de déployer le truc à une c'est grande trop échelle. bien. Et peut-être oui, après ils vont en faire peut-être des plus grands, en vrai ce serait trop chouette. Oui, Voilà. parce qu'en soi, c'est plus la technologie de comment il a fait ça que Ouais. du truc en lui-même. Ouais, Enfin, ouais. peut-être la technologie, elle peut être réutilisée Mm. dans d'autres trucs. Peut-être, je sais pas, l'inclure dans des bateaux, directement qui passent et qui le font. Mm. Enfin, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ensuite, donc ça c'était le premier. Le deuxième prix du concours Lépine Trophée, médaille d'or du concours Lépine, il est revenu à l'invention qui s'appelle Squill. Est-ce que tu veux que je te l'épelle? Oh. Skwheel. Squill. Ah ouais, Et putain, en fait, pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. c'est un ski électrique sur roue. L'inventeur, c'est Antoine Masbeuf. Et en gros, sur chaque ski, t'as 2 roues et t'as un moteur électrique indépendant sous chaque pied. Et l'objectif, c'est de reproduire les sensations du ski, mais sur tout type de terrain. Je sais que j'avais déjà vu des images il y a plusieurs années de ça, du coup, je pense, enfin, ça existe depuis plusieurs années, mais c'est que cette année-là qu'ils sont allés au concours Lépine. Et du coup, très stylé. 50 km d'autonomie, Oh. et j'ai vu que ça, je sais plus sous quelle source, mais que ça pourrait aller jusqu'à 80 km/h. Ça va un peu vite quand même. Putain, sur l'autoroute comme ça, là, let's go. Mais ils avaient pas les bâtons quand même, mais juste en. Oui, ok. Mais en vrai, c'est stylé pour pour les gens qui peuvent pas forcément faire du ski toute l'année, ou même, je me dis, avec le réchauffement climatique, peut-être qu'il y aura plus de neige à un moment. J'ai envie de dire. Yay! Voilà. Donc ça, Ah, mais c'était. c'est un peu une invention pour les bandeurs de ski, parce que moi, j'avoue que j'ai jamais fait de ski et qui m'en fout du ski. Oui, pareil. Devoir être sur des rollers électriques qui vont à 80 km/h, tu vois, ça me chauffe pas, personnellement. Oui, mais écoute, Mais c'est ok. franchement, pas mal. On vous mettra peut-être C'est une vrai, vidéo à c'est l'image, en vrai, c'est stylé quand même un peu. Grave. Ensuite, le troisième prix. Le prix L'Université Connectée Concours Lépine Trophée, médaille d'or du concours Lépine, revient à Ouais. SecurePost. SecurePost, c'est autrement appelé, c'est une boîte aux lettres connectée. C'est-à-dire. Oh non, c'est trop nul. Oh Arrête, là là, ils ont fini. ça a l'air trop Attends, nul. ils ont fini troisième. T'es en train de les. Ah là là. Ah, je les shame là. Les pour l'instant. inventeurs, c'est Clément Mignani, Loïc Folgoas et Pascal Mijaud de Baran. Et en gros, SecurePost, c'est un capteur connecté que tu mets dans ta boîte aux lettres et qui t'envoie une notification quand il y a quelque chose qui vient ou s'en va de ta boîte aux lettres. En fait, ça permet de détecter quand il y a un dépôt ou retrait de courrier dans ta boîte aux lettres. Et attention, il y a aussi une option qui permet de prendre une photo de l'intérieur de ta boîte aux lettres. Et en fait, pourquoi c'est quoi l'objectif en fait? Ça, c'est en fait
les inventeurs disent que c'est pour contrer les problèmes de livraison qui sont parfois imprécises ou tardives, ou notamment, tu sais, quand des fois tu reçois des notifications que « Ah, cliquez sur ce lien, vous avez reçu votre colis » alors que t'as pas commandé Ah ce oui, colis, ok. t'es en mode bizarre, ne cliquez pas Ouais, sur ces liens d'ailleurs, attention les amis. s'il vous plaît, Mais ouais. du coup, Secure Post permet justement de voir ce qui se passe dans ta boîte aux lettres et de pas te faire avoir. Alors, T'y crois pas? si je peux me faire mon petit commentaire Vas-y, de personne aigrie. vas-y. Alors, 2 remarques. Première remarque, est-ce que c'est pas juste un truc de méga flemmard de quelqu'un qui a la flemme d'aller voir sa boîte aux lettres, tout simplement? Un peu. Je sais pas, un peu. Et deuxième remarque, j'ai oublié. Ah si, ok, c'est bon. Pardon, putain, mon mémoire. Deuxième remarque, après, moi, je suis une personne qui ne commande absolument jamais de ma vie. Donc, je vois pas trop l'intérêt de recevoir une notification de quand t'as une lettre dans ton... Enfin, Ouais. pourquoi faire? Bah, surtout que je suis en train de me dire, surtout que quand tu reçois des colis, enfin je sais que moi quand je reçois des colis, je reçois un mail quand il a été déposé le Oui, colis. déjà. Du coup c'est vrai que Oui, après peut-être tout le monde n'a pas ça et comme je pense qu'on est juste des oui, gros c'est flemmards peut-être... quoi. Écoute, faut l'accepter. Je pense que c'est peut-être pour les personnes âgées qui, genre, je sais pas, ont... Ah non, mais les personnes âgées, ils Mais vont jamais mettre ça non dans leur mais boîte aux pas lettres. forcément parce que la pub, parce que du coup il y a une pub pour cette invention. C'était une meuf une vingtaine d'années, tu vois, trentaine Random. d'années, genre c'est pas une personne âgée, tu Ok. vois, donc je sais pas. Et D'accord. Bah, dans la pub, j'avoue, ça me... elle rentre dans son immeuble avec, je sais pas, un voisin qui lui regarde dans sa boîte aux lettres. Et elle passe à côté en Oh. mode je ne regarde pas dans ma boîte aux lettres, je sais que je n'ai rien. Ah non, mais frère, mais je trouve que c'est tellement une solution pour un problème inexistant, tu vois, genre, c'est impressionnant. Non, mais après, peut-être c'est un vrai problème chez certaines personnes, mais Ouais. pour moi, c'est un peu drôle, quand même. Ok. Est-ce que je peux te Ok. proposer très rapidement un mini-jeu pour finir mon actualité? Ah oui. Je vais... Ah oui, oh oui. Moment mini-jeu. Je vais te présenter Oui, oui. 2 inventions et tu vas devoir me dire laquelle a été présentée au concours Lépine cette année. Tu es prête? Ok, très bien. Sachant que j'ai... Première Ouais. invention, un ramasse-cochonnet aimanté. Ah, génial. Ok. Deuxième invention, une béquille, mais qui laisse les mains libres. Ah, comment c'est possible? Attends. Alors, sachant que j'ai une mauvaise vision de ce concours, de ce que tu m'as dit, Bah, mais je parle comment plus ça? sur le cochonnet. Non, mais la boîte aux lettres, enfin, bref. Mais pense aux 2 autres quand même, l'aspirateur des fonds marins et les skis. C'est quand même hyper pratique. La boîte aux lettres en Suisse, c'est Les pratique. skis... Oh, Bon, moi, juste vu la vision que j'en ai, je partirais plus sur le cochonnet parce que Ok. ça résout un problème inexistant, à part les vieux qui se baissent le dos, mais j'aimerais que ce soit la béquille sans main parce que Ok. c'est incroyable. Ok. Mais je pars sur le cochonnet. Bah tu vas être contente parce qu'en fait les 2 étaient présentés au concours. Oh mais non, c'est fou. Je t'ébraille. Oh non, purée. Ouais, le ramasse-cochonnet aimanté, il s'appelle Tire-Flemme. Oh non, Il mais a été gars, mais un- tu vois, exactement, c'est ça. Il a été inventé par Franck Huet et la béquille qui laisse les mains libres, elle s'appelle Legmio et elle a remporté d'ailleurs une médaille d'or. Et l'inventeur c'est Nicolas Perrin-Gilbert. Voilà, très sympa. Ok. On vous mettra des images. Bah putain, j'ai mal parlé. Mais ça existait, j'étais sûre que ce putain de cochonnet il existait là. Mais surtout que j'ai vu, il y a plusieurs années, il y avait déjà des ramasse-boules aimantés. Et là c'est le ramasse-cochonnet, attention. Ah ouais, non mais c'est ça, parce que... Non mais c'est fou. Après, pour les personnes qui, genre, surtout les vieilles personnes qui peuvent pas trop se pencher et tout, et c'est surtout elles qui font de la pétanque, j'entends. Je ne juge pas. J'écoute. Non mais très sympa. Ok, Bon, très allez, bien. fini Eh avec ben, on va la dernière actualité. Allez, on finit, je fais ça rapidement. Alors moi, je vais vous parler du syndrome des ovaires polykystiques, ou aussi appelé SOPK. Donc peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, et c'est bien. C'est un trouble qui touche de nombreuses femmes. Et ce mardi 12 mai, donc il y a 12 jours, il a été renommé durant le congrès européen d'endocrinologie. Putain, ce mot de Non merde. mais c'est super. Vous avez compris. Il a été renommé SMOP. Déjà, je trouve ça bien plus accueillant. Et ça s'appelle le syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Par contre, ouais, c'est beaucoup moins compréhensible. Mais bref, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est ce syndrome. En gros, c'est un trouble hormonal courant, c'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 10 et 15% des femmes qui ont ce trouble. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Mais en fait, ce qui est marquant avec cette maladie, entre guillemets, c'est que 60% des femmes ne savent pas qu'elles ont ce trouble. Yes. En fait, c'est ça, un c'est truc qui est toujours très, très, très mal... Ouais, c'est ça, oui. Mais ça, cette maladie en particulier est très mal diagnostiquée. Exactement. Et en fait, cette maladie, elle cause principalement de l'infertilité féminine.
Donc c'est la cause principale d'infertilité chez les femmes. Ok, je savais pas ça. Mais il y a aussi plein d'autres syndromes comme des cycles menstruels irréguliers. Donc ça, c'est souvent ce qui met la puce à l'oreille, on va dire. Et aussi une hyperpilosité. Mhm. Donc une pilosité, on va dire, pas courante, par exemple, surtout au niveau de la mâchoire, au niveau du ventre, etc. Et en fait, c'est parce que les ovaires sécrètent trop d'androgènes. Mhm. Les androgènes, c'est une molécule, et en particulier de la testostérone. Donc la testostérone, c'est ce qui va chez l'homme, tu crées toute cette pilosité. C'est pour ça aussi que ça va dérégler le cycle hormonal, etc. Donc voilà. En gros, c'est la merde au niveau des hormones, globalement. Et pourquoi on change de nom ? En fait, le mot SOPK, donc polykystique, le mot kyste, il est pas vraiment... En fait, il n'y a pas de kyste. Ok. Parce qu'en fait, c'est Mensonge. avant, quand on avait diagnostiqué cette maladie, on pensait que c'était des kystes, mais en fait, c'est juste des ovocytes, donc les spermatozoïdes des femmes, hein, on va dire. C'est moins connu, ovocytes, donc j'explique comme ça. Du coup, qui n'arrivaient pas à maturité, et du coup, on pensait que c'était des kystes, mais voilà, c'est juste des ovocytes qui stagnent, en gros. Ils ont la flemme de coopérer finalement. Ah là là. Ouais, ils ont fait, nous, on reste immatures, laissez-nous tranquilles. Et du coup, la nouvelle appellation, donc le SMOP, j'allais dire le SPOM, je suis pas encore habituée, ça va permettre en fait d'avoir de meilleurs diagnostics. Parce que peut-être que les personnes vont mieux comprendre, vont mieux faire un lien entre leurs symptômes et la nouvelle maladie. Parce qu'aussi, même chez les médecins, en fait, quand tu parles de kystes, etc., enfin, c'était pas adapté, tout n'était pas adapté à la situation. Et du coup, ça va empêcher les diagnostics hasardeux et une meilleure prise en charge. Trop chouette. Voilà. Ça, c'était clair ? Ouais, moi je trouve ça très clair. Ouais. En tout cas, Smop, je trouve, on dirait le nom d'un Pokémon. Et genre, je vois bien Pokémon faire Smop Smop quand il apparaît, tu vois. Smop, smop. Ouais. C'est vrai, ouais, mais je t'ai dit, c'est plus accueillant, t'as envie de la voir presque. Ouais. Pas Non, du mais... tout. Mais je trouve ça fou, c'est attends, combien t'as peut-être... dit 60% des femmes qui ne savent pas qu'elles l'ont, c'est ça? C'était Ouais, ça le chiffre 70% des femmes qui ont le truc ne savent Ouais, pas je qu'elles trouve ont. ça énorme en vrai. Et mais c'est pas choquant parce que c'est tellement un truc dont on sait pas. Tu sais, tu dis t'as des problèmes Oui, puis même à de chaque fois que t'as cycle, des problèmes... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce truc chez les femmes aussi, notamment quand c'est lié aux règles, etc. Que quand t'as mal ou quoi, c'est dans ta tête, Ouais. tu sais, oh, c'est normal, tu vois, alors que non, c'est pas normal si vous avez Oui, très mal durant ça, vos règles. c'est tu vois. exactement. Enfin, donc... Ouais. Et souvent, quand tu vas chez le médecin ou quoi, enfin, pas chez tous les médecins évidemment, mais quand t'as des problèmes, on te dit ouais, mais c'est tes règles. Enfin, tu vois que tout est lié à ce cycle, mais sans vraiment aller plus loin. Et du coup, c'est bien aussi de mettre en avant ce genre de maladie, parce que du coup, il y a entre 10 et 15% des femmes qui ont... Enfin, moi en plus, ça me touche, parce que je pense avoir ça, je suis en cours de diagnostic. Yes. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler. Et du coup, pendant ce congrès, du coup, c'est une endocrinologue en particulier qui a pris la parole. J'ai son nom, elle s'appelle Elena Tidi, Tidé, T2EDE, Ok. c'est pas exactement comment on prononce. En gros, ce changement de nom, il vient principalement des personnes atteintes de la maladie, en fait. Elles ont exprimé ce besoin de changer de nom et de dire, en fait, ça représente pas ce qu'on a. Donc, c'est en fait, les endocrinologues, ils ont porté ce message au congrès pour pouvoir changer ça. Voilà. Du coup, On finit sur une note positif. positive. Pour une fois, t'as compris l'exercice. T'as vu ça? Et ouais, je suis plutôt contente. Et surtout, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque épisode, mais la science autour du corps des femmes, c'est vrai qu'on en parle à chaque fois. est tellement en retard. Oui, c'est mais toujours la conclusion des épisodes. C'est fou, quoi. Mais oui, je sais, désolée, mais c'est marquant, là, à chaque fois. C'est bien, ça montre que ça avance, mais ça montre aussi les lacunes qu'il y a autour de ce sujet. C'est fou. Bref, voilà. Eh bien, toujours des sujets super intéressants. Moi, j'adore faire ces épisodes parce que en plus, j'apprends plein de choses grâce à tes trucs et à mes recherches grâce aussi. à les tiennes aussi, en fait. Donc, grâce à les tiennes, c'est tellement français cette phrase. Grâce à les tiennes. Non, mais ça fait 1 heure qu'on tourne, veuillez nous excuser, je crois qu'on est un peu fatigués. Alors, on espère que cet épisode vous a plu. Et pour finir, comme d'habitude, on va vous donner l'indice du prochain épisode qui est la question. Émilie, est-ce que tu peux donner un petit indice de qu'est-ce que sera le sujet? Ok, d'accord, c'est toujours moi qui dois me démerder à trouver un truc. Non, mais je pense que pour le prochain épisode, on va vous donner l'indice franc. Franc. Voilà. C'est un super donc, indice.
Bonne chance à vous, j'espère que... En vrai, il est simple. Oui, ça va être chouette. N'hésitez pas à l'écouter quand il sortira. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et aussi sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent qu'en podcast, on est Toujours. aussi sur YouTube. Voilà. Abonnez-vous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la question. Ouais, déjà trop hâte. À la prochaine. Bisous. Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium.